Merci beaucoup. Et c'est vous que je remercie ici de cette invitation qui m'honore. Je suis là donc à l'invitation du Centre de la mémoire d'Oradour, Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, village martyr. C'est probablement un lieu important pour ici discuter de ces sujets très difficiles sur lesquels je vais essayer de revenir. Un lieu particulièrement adapté parce que c'est un de ces lieux qui est devenu effectivement métonymique d'une certaine forme de violence de guerre et qui est aujourd'hui rejoint sur cette liste de cette liste macabre des lieux métonymiques de la violence de masse contre les civils en Europe, rejoint par des lieux comme Boutcha, Irpin, Mariupol, dont vous avez très probablement entendu malheureusement les noms, alors que je m'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas leur existence jusqu'à il y a peu, ce qui, encore une fois, leur donne une forme de parenté tragique avec Oradour. De fait, au-delà de ces villages, Mariupol est une grande ville, de ces lieux ukrainiens où la violence de masse contre les civils a été particulièrement notable et remarquée en 2022, cette violence contre les civils est devenue une dimension, disons, ordinaire de cette guerre russo-ukrainienne. Dû donc à l'inclusion systématique de la violence contre les civils par l'armée russe dans ses stratégies de guerre. Notamment, les grandes villes sont soumises à des bombardements constants. C'est le cas, par exemple, des villes les plus proches du front, les villes de Kharkiv, de Zaporizhia, de Kherson, qui sont donc depuis plus d'un an soumises à des bombardements constants d'artillerie et de missiles, qui sont des bombardements qui sont ordonnés par ailleurs par des généraux russes qui sont déjà connus et se parent volontiers de leur surnom de boucher d'Alep, puisque ce sont les mêmes qui ont orchestré la destruction au lieu de l'opposition à Bachar el-Assad en Syrie. Hier encore, avant-hier même, tous les 2 jours au mois de mai 2023, Kiev elle-même, la capitale, a été la cible de drones et de tirs de missiles systématiques. Avant-hier, c'était en pleine journée. Tout l'hiver, l'armée russe a aussi bombardé massivement les infrastructures ukrainiennes, en ciblant en particulier l'approvisionnement en eau et en électricité, en arguant d'une logique militaire, mais en espérant clairement provoquer une crise humanitaire avant tout, et non pas une crise pour l'armée à proprement parler, une crise humanitaire qui aurait entraîné un effondrement de l'Ukraine, ou à défaut, et c'était l'autre argument principal visible, provoquer une fuite massive, une nouvelle vague massive de réfugiés vers l'Union européenne, le gouvernement russe espérant ainsi reproduire la crise des réfugiés de 2015 et obtenir un retournement xénophobe des opinions publiques européennes contre l'Ukraine. Les civils sont donc complètement instrumentalisés dans ces stratégies de la guerre russe en Ukraine. Nous redécouvrons ainsi des images et des temps que nous pensions révolus en Europe. Nous redécouvrons la guerre des tranchées. Nous redécouvrons les batailles d'artillerie, nous redécouvrons les batailles de chars, mais nous redécouvrons aussi malheureusement le drame des civils, civils comme cibles et victimes des violences de guerre, par-delà les lignes de front, sur lesquelles s'affrontent donc des soldats équipés à la fois de chars soviétiques, de drones iraniens, comme d'artillerie occidentale, de bougies de tranchées artisanales et de lunettes à vision infrarouge, en un mélange tout à fait paradoxal d'époques et de traditions sur lesquelles je vais revenir par ailleurs. Nous sommes donc confrontés à un retour d'un certain nombre d'interrogations et de questionnements face à ces réalités qui choquent. Des questionnements qui sont ceux que nous pensons toujours, qui nous sont toujours évoqués lorsque nous allons visiter les ruines voisines d'Oradour.
Comment comprendre ces violences contre les civils? Sont-elles simplement une forme de résurgence barbare ou une spécificité, disons, nationale? Est-ce que c'est juste tout simplement le lot habituel de la tragédie qu'est la guerre? Ou est-ce qu'il s'agirait du signe d'une politique cohérente de guerre par la terreur? Et c'est donc en historien ici, à Oradour comme à Mariupol, que je nous invite à analyser ces violences en prêtant attention, toute l'attention aux acteurs, aux espaces et aux temporalités de ces violences, aux dynamiques de brutalisation et à la nature des guerres dont elles participent, en regardant ce que ces violences nous disent de ces acteurs et nous disent de ces guerres. En historien, nous affirmons que ces atrocités sont intelligibles, et c'est aussi une des grandes leçons d'Oradour, et en tout cas de l'exposition et du centre de la mémoire d'Oradour. Au-delà du choc de l'image, au-delà du choc de l'atrocité, il y a une intelligibilité. Nous pouvons placer ces atrocités dans un contexte, nous pouvons les comprendre, et justement, en les comprenant, il ne s'agit absolument pas de les excuser, mais bien au contraire, de mieux comprendre les responsabilités des uns et des autres, et en particulier de comprendre et donc et en les comprenant, de juger finalement leurs acteurs. Dire que ces violences sont intelligibles, qu'elles ne relèvent pas d'une monstruosité incompréhensible ou d'une barbarie asiatique, ce n'est pas les relativiser, mais au contraire en comprendre les spécificités. Les historiciser ne signifie pas dire que la guerre est toujours violente, ce qu'elle est bien entendu, mais au contraire que chaque guerre, chaque armée est différente dans sa violence. Et c'est bien ici ce que j'aimerais essayer d'esquisser avec vous, esquisser donc des pistes de compréhension de cette guerre russo-ukrainienne à partir de ce que nous en disent les violences des forces russes en Ukraine. Pour cela, donc, je vais me baser effectivement sur un corpus important désormais de recherche en histoire de la guerre qui offre un ensemble de clés d'analyse des ressorts de ces violences. Ces recherches ont interrogé l'évolution des formes de la guerre, des armements et des stratégies pour expliquer la transformation des violences de guerre qui les accompagnaient. Elles ont interrogé les cultures des armées et les cultures de guerre des soldats, sur lesquelles nous allons revenir, les processus de brutalisation et l'articulation entre le front et les arrières, en particulier l'articulation entre les violences de guerre à proprement parler et les violences de l'occupation, une articulation entre front et arrière qui, là aussi, est au cœur de la tragédie d'Oradour. On peut justement esquisser comment ces différentes dimensions s'articulent dans le cas de l'armée russe, une des héritières de l'armée rouge. L'armée rouge avait été forgée dans la Deuxième Guerre mondiale, dont elle était sortie auréolée du prestige de sa victoire historique contre l'Allemagne nazie, et dans la désastreuse, guerre d'Afghanistan. L'armée russe revendique pour elle le mythe de la victoire de 1945, qu'elle s'approprie uniquement, mais ses caractéristiques contemporaines ont été définies en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et en Ukraine depuis 2014. Malgré ce grand nombre de conflits auxquels ont participé les Russes depuis 40 ans, l'image de l'armée et du fait guerrier en Russie reste en effet étroitement liée à la mémoire traumatique de la guerre entre l'URSS stalinienne et l'Allemagne nazie. Ce que les soviétiques et les Russes encore aujourd'hui appellent la Grande Guerre patriotique, soit le conflit germano-soviétique entre 1941 et 1945. La victoire de 1945, et c'est vraiment une victoire avec un grand V, célébrée le 9 mai de chaque année, cette victoire est devenue pour les soviétiques, puis pour les Russes et d'autres peuples de l'ancienne Union soviétique, l'événement central du XXe siècle. Malgré tout, il s'agit d'une mémoire extrêmement complexe et difficile. Elle est dominée par ce mythe structurant de la victoire, mais ce mythe de la victoire écrase des traumatismes massifs qui ont été thématisés de façon très tardive et parcellaire. On rappelle que Staline a d'abord nié l'ampleur des pertes. Il a fallu attendre la fin de l'URSS pour qu'émergent les estimations du nombre de morts,
qui ont d'abord été estimés à 18 millions, 20, 25, peut-être 27 millions de morts soviétiques entre 1941 et 1945. Il a fallu des décennies pour que soit reconnue l'ampleur de la tragédie du blocus de Leningrad. Et ces 700 000 morts, là aussi, c'est à la fin des années 80 qu'on commence à parler de cette mort de masse. La spécificité du génocide des Juifs, alors que l'Holocauste, que les territoires occupés soviétiques ont été un des lieux importants, enfin des lieux majeurs avec la Pologne, du génocide des Juifs, ce génocide n'a été thématisé que très récemment et n'a pas du tout pénétré la sphère publique. Plus généralement, l'ensemble des populations soviétiques qui étaient restées sous occupation nazie avaient été considérées suspectes aux yeux du régime soviétique jusqu'à sa fin. On ne parlait pas de son expérience en occupation. La mort de masse des prisonniers de guerre soviétiques, donc qui sont morts par millions en captivité nazie, les différentes formes de violences faites aux civils, la terrible déportation pour le travail en Allemagne, tout cela n'a pas trouvé de place dans la mémoire officielle de cette grande guerre patriotique. Pas plus que les violences de l'armée rouge elle-même. Au-delà de ce silence sur les violences de l'armée rouge elle-même, cette mémoire officielle de la guerre tait l'ensemble de ce qui ne rentre pas dans ce discours triomphal d'une URSS porteuse du bien. Donc notamment cette guerre germano-soviétique de 41, la grande guerre patriotique, ignore le pacte germano-soviétique d'août 1939, l'invasion de la Pologne par l'armée rouge le 17 septembre 1939, l'annexion de la Pologne orientale, des pays baltes, la violence de l'occupation soviétique qui s'en est suivie en 1939 puis de nouveau en 1945, puisqu'elle avait été accompagnée de massacres, déportations et de la répression brutale de toute forme de résistance. Toutes choses qui ont été complètement effacées du discours officiel. Au final, dans cette mémoire officielle de la guerre structurée autour de la victoire, il ne reste qu'un affrontement titanesque de l'ordre du mythe entre une Europe allemande et l'Union soviétique qui incarne le bien. Tout en imposant le silence sur les réalités traumatiques des expériences de guerre des populations, l'URSS avait déjà immédiatement après la guerre instrumentalisé en effet cette victoire. Elle avait assis sur cette victoire, arrachée dans le sang, sa légitimité. Elle avait considéré que cette victoire interdisait toute critique des politiques soviétiques réimposées brutalement après la guerre, au nom de cette victoire contre le fascisme. Elle avait justement, et ça c'était quelque chose qui était déjà le cas avant la Deuxième Guerre mondiale, dès l'entre-deux-guerres, l'URSS avait aussi instrumentalisé l'antifascisme en faisant du fascisme simplement une expression du capitalisme bourgeois, puis, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'Occident capitaliste. Dans cette... Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? C'est parce que le gouvernement soviétique, le gouvernement russe aujourd'hui, est l'héritier direct de ces pratiques et discours mémoriels qu'il remobilise aujourd'hui et depuis février 2022 pour mener la guerre en Ukraine et pour mobiliser sa population. Il s'appuie sur cette mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qui voit dans la Deuxième Guerre mondiale avant tout la guerre d'un Occident hostile et capitaliste dont la cible et la victime principale auraient été le peuple russe. L'antisémitisme, par exemple, n'est pas du tout une caractéristique importante du nazisme dans ce discours russe. C'est quelque chose de tout à fait marginal, encore une fois, l'Holocauste n'ayant pas été thématisé. Le gouvernement russe mobilise donc cette mémoire patriotique de la Deuxième Guerre mondiale à des fins de mobilisation intérieure, en jouant sur la très forte résonance émotionnelle de cette mémoire de la guerre mondiale pour les Russes qui, comme les Ukrainiens, les Biélorusses et d'autres peuples soviétiques, ont payé un très lourd tribut à cette victoire de 1945. Au-delà d'un discours de propagande, et cela m'amène aussi plus directement vers la question de ces violences contre les civils, le gouvernement russe puise dans ce souvenir de la Deuxième Guerre mondiale non seulement une propagande, mais un programme. Ce programme se lit dans les objectifs affichés du gouvernement, qui sont, pour rappel, et ils ont été rappelés encore très très récemment et sont systématiquement répétés, les objectifs de dénazification et de démilitarisation de l'Ukraine. Deux objectifs qui ne correspondent à rien dans la situation contemporaine de l'Ukraine aujourd'hui, mais qui correspondent en revanche très précisément au programme de l'occupation alliée de l'Allemagne en 1945.
un programme qui avait servi en 45 à l'Union, enfin, ou après 45 à l'Union soviétique pour l'instauration de régimes étroitement contrôlés par Moscou en Europe centrale et orientale. Plus largement, le gouvernement russe accuse ce qu'il appelle l'Occident collectif de révisionnisme, de vouloir se voler la victoire de 1945 à la Russie, et en appelle à un nouveau Yalta. C'est le sens de l'article qu'avait signé Vladimir Poutine en 2020 sur les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, la nécessité d'un nouveau Yalta, de respecter l'héritage de Yalta et de revenir à une gestion du monde qu'il considère comme raisonnable, celle de Yalta. Yalta compris comme un partage de l'Europe et un partage du monde, mais un partage de l'Europe entre les États-Unis et la Russie, avec une officialisation stricte de sphères d'influence distinctes et étanches, quelles que soient les préférences des pays européens considérés comme mineurs ou illégitimes. C'est dans ce cadre que l'armée russe conduit sa guerre en Ukraine, menée depuis 2014 de façon en partie non déclarée et depuis février 2022 ouvertement et à grande échelle. Donc, dans ce contexte, comment donc, encore une fois, comprendre les violences extrêmes dont est marqué, émaillé ce conflit? Avant tout, on doit le replacer évidemment dans une tendance longue historique qui est paradoxale en fait sur les 150 dernières années. Puisque d'une part, on a depuis la fin du XIXe siècle, enfin depuis les années 1870 en fait, en partie d'ailleurs sous l'impulsion de l'Empire russe puis de l'Union soviétique, une codification du droit de la guerre, un ensemble de traités internationaux au début du XXe siècle, puis après la Deuxième Guerre mondiale, qui essayent de limiter ces violences de masse, ces violences extrêmes, d'interdire les violences contre les civils, et finalement de circonscrire en quelque sorte la guerre en la limitant aux soldats sur le front et aux seuls soldats sur le front, et en protégeant les civils, les prisonniers de guerre et tous les non-combattants de sa violence. En même temps qu'on a cette codification du droit international, des facteurs technologiques, politiques, sociaux et économiques contribuent au contraire à étendre ces guerres au-delà du front. C'est en particulier évidemment le cas de ces avancées technologiques que sont en particulier l'artillerie depuis la Première Guerre mondiale, puis l'aviation à partir de la Deuxième, qui transforment complètement l'espace de la guerre, l'espace du front. Le front qui n'est plus du coup simplement une ligne sur laquelle s'affrontent des armées, mais à une profondeur, donc ce qu'on appelle la profondeur du front, une profondeur de plus en plus étendue, alors que les armées ont désormais les moyens techniques de toucher des cibles de plus en plus éloignées dans l'espace. Cela transforme donc en cibles potentielles des objets se trouvant à des centaines de kilomètres, donc en profondeur de ces fronts. Cela permet d'attaquer non seulement les soldats ennemis, mais aussi, avant qu'ils deviennent des soldats sur le front, l'ensemble de l'infrastructure qui soutient l'armée combattante. Une notion qui peut aussi bien inclure les chemins de fer que les réseaux de communication, le réseau électrique, voire l'économie ennemie dans son ensemble. C'est ce qui a amené à la constitution de l'arrière en front intérieur, les home fronts, comme on dit en anglais, donc l'arrière, qui devient décisif dans les stratégies militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement. Dès 1939-40, les armées allemandes, britanniques, puis ensuite ce sera les soviétiques et les américains, ces armées bombardent en masse les villes ennemies. L'objectif étant à la fois de saper le moral et l'économie de l'adversaire, une tactique qui culmine évidemment, comme vous le savez, à Hiroshima et Nagasaki. Dans ce contexte donc de transformation technologique et de transformation technologique qui entraîne une transformation de l'espace même de la guerre, les différentes armées développent des cultures stratégiques spécifiques. L'armée américaine développe à ce moment-là, dans les années 41-45, une doctrine du bombardement stratégique qui continue à être développée après 1945 et fait du bombardement aérien massif la clé de voûte de la stratégie américaine. C'est celle dont vous êtes familier si vous avez encore en tête, par exemple, les images des guerres du Golfe, en particulier la première, et ces images de missiles qui traversent le ciel depuis très loin.
C'est cette doctrine américaine, donc développée dans la guerre du Pacifique et en Europe, puis dans les guerres de Corée, du Vietnam et les guerres du Golfe, voit dans la destruction dans la supériorité aérienne, la maîtrise des airs par les forces américaines et la destruction systématique des infrastructures adverses, une méthode clé pour permettre l'écrasement de l'adversaire. L'aviation soviétique n'a jamais eu ces moyens, en fait. Cet imaginaire qu'on a du bombardement stratégique est vraiment très, très lié justement à cette stratégie américaine. Et ce n'est que très récemment, avec la Syrie, que les Russes ont tenté de rattraper justement ce savoir-faire américain. Et ils ont manifestement cru l'avoir effectivement maîtrisé, ayant oublié qu'ils n'avaient pas de défense antiaérienne ou d'aviation ennemie à Alep. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, l'aviation soviétique intervient surtout en soutien, en fait, comme elle le fait maintenant, en soutien à l'arme reine des armées soviétiques et russes, l'artillerie. L'aviation soviétique participe au pilonnage des villes allemandes au même titre que justement l'artillerie. En effet, avec néanmoins des objectifs différents. Si les bombardements allemands ou alliés, qu'ils soient en Grande-Bretagne, en Europe occidentale ou au Japon, vise d'abord à, encore une fois, briser le moral et l'économie ennemie. Sur le front de l'Est, qu'ils soient allemands ou soviétiques, allemands en 41-42 surtout, et soviétiques à partir en 44-45, ces bombardements aériens servent surtout à préparer des annexions territoriales. La destruction systématique des villes soviétiques en 1941 par l'aviation allemande participe du projet colonial nazi. Les nazis ne voulaient pas laisser de villes dans l'espace soviétique, considérant que les sous-hommes slaves n'étaient pas aptes à une culture urbaine. Donc c'est vraiment un projet idéologique qui est systématiquement mis en œuvre. À l'inverse, donc lorsque l'armée rouge avance en Prusse orientale en particulier, donc la partie qui est ensuite annexée à la Pologne et annexée aussi pour Königsberg à l'URSS. Lors de cette avance, la destruction systématique des habitations et surtout des villes, et en particulier Königsberg, justement la capitale de la Prusse orientale qui est rasée par les forces soviétiques, cette destruction systématique permet aussi justement d'établir la soviétisation à venir, l'annexion qui était déjà prévue. Donc il ne s'agit pas tant de... Dans ces cas-là, ces bombardements de la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Est ne sont pas tant une visée stratégique visant, encore une fois, à détruire, à accélérer la défaite, mais plutôt à préparer l'après-guerre en permettant de faire table rase d'un passé dont on ne veut plus. Ce n'est qu'avec l'Afghanistan que l'armée soviétique commence à développer véritablement le bombardement aérien comme tactique à part entière, comme tactique autonome, en bombardant massivement les routes et régions tenues par les insurgés. Cette tactique du bombardement en tapis est redéployée en Tchétchénie, cette fois-ci avec un mélange, encore une fois, d'artillerie et aviation, qui amène en particulier à la destruction totale de la capitale, Grozny, qui est pratiquement rasée par l'artillerie et l'aviation russe en 99-2000. Ces destructions massives ont donc une histoire longue, une histoire tactique, une histoire politique, même si, encore une fois, la relative faiblesse de l'aviation russe reste visible justement jusqu'à aujourd'hui. En Ukraine, à la différence des guerres américaines, l'artillerie reste reine, et cela explique aussi les différences justement dans les bombardements, avec des régions proches du front qui sont pilonnées de façon incessante, des villes complètement rasées, et la plupart des villes qui sont prises qui ont été prises à l'hiver, des villages et des localités qui ont été prises par l'armée russe dans les 6 derniers mois ont été entièrement rasées avant d'être pris. Mariupol aussi a été pratiquement détruite pour être conquise. Les régions les plus proches du front sont aussi pilonnées de façon incessante, et ce, bien au-delà des possibles cibles militaires, donc Kharkiv, Zaporizhia ou Kherson, justement, depuis sa libération, est systématiquement bombardée. À l'inverse, sur des zones plus éloignées et en l'absence de supériorité aérienne, on voit un déploiement massif de drones iraniens peu chers, en plus de missiles moyenne portée.
Les forces russes ayant tenté ainsi tout l'hiver de submerger en fait les défenses antiaériennes ukrainiennes et de détruire non seulement des cibles militaires, mais l'infrastructure civile du pays. Les bombardements nocturnes répétés, par exemple à Kiev, encore une fois tous les 2 jours, toutes les 2 nuits tout au long du mois de mai, participent d'une stratégie d'usure qui a, encore une fois, autant pour objectif de saper le moral ukrainien que d'affaiblir le soutien européen. Au-delà de ces violences qui sont directement intégrées à la conduite de la guerre, on va dire, à la tactique des forces sur le front, on a des formes de, disons, débordement de la violence guerrière sur les civils, qui sont aussi le fait des soldats, et qui sont celles des soldats en contact avec les civils à proximité immédiate du front. De fait, quelle que soit la guerre, d'ailleurs, ce qu'on représente comme une ligne de front sur nos cartes si propres est un espace de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, qui traverse des villes, des villages, des champs, des routes, où habitent, circulent des dizaines de milliers de soldats, des soldats qui sont en passage et qui n'arrêtent pas d'alterner entre combat et repos, entre le front et l'immédiate arrière. Dans cette circulation et cette vie faite de combats extrêmement intenses et de longues phases d'oisiveté, on va dire, les soldats sont au contact constant des civils. Des civils qui continuent à y habiter, en particulier pendant les premiers mois de la guerre en Ukraine, mais c'est le cas en général, donc dans ces premiers mois, dans ces moments d'offensive, ou plus généralement dans ces moments d'offensive rapide, où une grande partie des civils ne peut pas ou ne veut pas évacuer à temps. Il s'agit donc d'un espace extrêmement complexe à contrôler, étroitement patrouillé par les autorités militaires, inquiète des risques d'espionnage, de sabotage, de désertion, etc. Mais un espace à la fois très quadrillé et marqué par la violence du front et justement les relations très compliquées entre des soldats qui sont au combat et même quand ils ne sont pas en train de tirer, et des civils en situation d'extrême vulnérabilité. Donc gérer cette situation du front dans son épaisseur, au-delà de la seule ligne de la tranchée, est un défi pour l'ensemble des armées en situation de guerre. Ce n'est absolument pas une nouveauté, c'est un défi important de réguler ces relations entre combattants et civils, de réguler le comportement des soldats dans leur contact avec les civils, et cela nécessite des formes d'encadrement et d'application de normes disciplinaires, qui d'ailleurs n'est jamais total et n'est jamais idéal. Il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a absolument pas de possibilité d'avoir des relations totalement apaisées dans ces circonstances. Parfois et souvent, les armées finissent par essayer d'assurer autant que possible une séparation physique entre civils et combattants en contrôlant le mouvement des soldats, en assurant des hébergements séparés et en évacuant les civils. Ce n'est pas du tout le cas de ce que fait l'armée russe, qui a tendance au contraire, et ça c'est aussi quelque chose qui... Enfin, voilà, c'est un choix... Bon, là, c'est un choix qui n'a pas nécessairement de réflexion politique derrière, mais l'armée russe, en général, contrôle assez peu le mouvement des soldats dans la zone de front, dans cette épaisseur de la zone de front, donc interdit la désertion au-delà, mais est assez laxiste sur ces mouvements-là, et surtout loge les troupes chez l'habitant. Ce qui est un des problèmes importants aussi en Ukraine aujourd'hui. Ce défi de la discipline a rarement été une priorité pour les armées soviétiques et russes. Ce n'est là aussi pas nouveau. Là aussi, ce n'est pas du tout lié à un atavisme quelconque. Et d'ailleurs, je rappelle que l'armée rouge, son héritage est certes revendiqué par l'armée russe, mais elle n'était pas une armée russe. Et notamment, les Ukrainiens ont tout autant participé de cette armée rouge et participé à la victoire de 1945, et donc participé des triomphes et des crimes de l'armée rouge. Il n'y a rien ici de culturel ou d'atavique. Ce sont des choix faits à différents moments, en particulier dans les 40 dernières années, qui façonnent des cultures institutionnelles, des cultures militaires qui sont persistantes parce que
elles sont reproduites par les acteurs qui choisissent effectivement de se tenir à ces cultures-là. L'idée qui est déjà présente et très clairement présente dans l'Armée rouge est finalement d'abord, et c'est quelque chose que l'on voit très fortement en 1945, mais qu'on va retrouver par exemple en Afghanistan et aussi en Tchétchénie, l'idée qu'une certaine licence accordée aux soldats serait une contrepartie nécessaire, notamment donc, que ce soit en ce qui concerne les pillages ou que ce soit dans leur relation avec les femmes, et donc la tolérance des violences sexuelles. Une certaine licence accordée aux soldats donc, serait une contrepartie nécessaire à la discipline très dure exigée des soldats au combat, voire une forme de récompense méritée pour les héros de la guerre. De fait, cette dichotomie, enfin cette distinction entre brutalité ou très grande sévérité de la discipline au combat et laxisme, disons, hors combat, est aussi liée au très fort au type de relations hiérarchiques qui structurent l'armée russe, qui sont avec deux caractéristiques importantes. D'une part, une forme d'autorité des officiers qui repose très largement sur encore une forme de brutalité des relations hiérarchiques et que l'on voit encore aujourd'hui avec des généraux qui sont tout à fait heureux de se mettre en spectacle en train de corriger, on va dire, brutalement et physiquement leurs subordonnés. Donc la brutalité comme forme d'autorité pour ces officiers. Officiers qui ont une très grande distance sociale à la troupe de conscrits souvent recrutés plutôt parmi les classes, parmi disons les couches les plus pauvres ou les plus désavantagées ou les plus marginales de la population du pays. Et entre ces deux corps, l'armée russe a cette distinction de n'avoir pas de corps réel de sous-officiers pour servir de relais et assurer l'encadrement quotidien des hommes. L'encadrement quotidien de la troupe repose essentiellement sur des soldats du rang un peu plus âgés et qui se chargent donc de réguler leurs propres hommes. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui explique pourquoi, pendant les premières semaines de la guerre, on a eu autant de très hauts gradés russes qui sont morts à proximité immédiate du front dans la situation de déroute militaire. La seule manière qu'avaient les Russes d'essayer de reprendre le contrôle était d'envoyer des très hauts gradés très près du front, puisque la chaîne de commandement était très disons, lacunaire par rapport aux standards occidentaux. Cela entraîne donc des relations d'une très très grande brutalité avec, en plus de ça, une habitude notamment dans cette autorégulation de la troupe par donc les anciens, repose là aussi sur des rituels de brutalité et notamment cette fameuse Dedovchina dont les Russes ont beaucoup parlé les dernières 30 années, qui sont des formes de bizutage extrêmement brutales, extrêmement brutaux, forme de bizutage extrêmement brutal, qui marque le service militaire de ces hommes. Donc, il en a été fait, les Russes eux-mêmes en ont beaucoup discuté à cause du nombre de victimes, de morts qui ont été enregistrées dans les années 90 et 2000 autour de ces pratiques. Et c'est sur la reproduction de cette socialisation très brutale que se structure l'armée. Donc, si ce n'est pas la violence même, c'est effectivement des pratiques d'humiliation et de brimade. Ce qui fait qu'entre la brutalité des relations, le sous-encadrement de la troupe et la licence de facto accordée aux hommes hors situation de combat, on se retrouve dans une situation particulièrement explosive dans les zones de front. C'est encore plus le cas parce que l'État russe a largement perdu, enfin pas largement, mais l'État russe, au cours des 2 dernières décennies, a abandonné en partie le monopole institutionnel de cette violence de guerre. Donc monopole qui revient normalement à l'armée comme seule institution, et donc une institution malgré tout forte et structurée et hiérarchisée. Mais depuis la deuxième guerre de Tchétchénie, on voit se développer en Russie des forces militaires qui
qui ne sont plus directement intégrés à cette structure de l'armée, avec donc les principales, mais pas les seules, mais les principales, que sont donc la milice tchétchène de Ramzan Kadyrov, ce qu'on appelle les Kadyrovtsi, qui sont donc une forme qui était à l'origine la garde rapprochée du président tchétchène et qui sont désormais une force paramilitaire qui lui obéit directement. Et d'autre part, désormais tristement connus, y compris en Afrique, les mercenaires du groupe Wagner, qui sont apparus en 2014, qui ont été formés pour donc, le groupe Wagner, qui est donc un groupe de mercenaires d'un très proche de Poutine, de Vladimir Poutine, et groupe Wagner qui a été créé en 2014 au moment de l'opération de l'intervention russe dans les régions de Donetsk et Luhansk pour assurer justement cette offensive, disons, cachée, cachée à qui ne voulait pas la voir, des Russes dans l'est de l'Ukraine. À cela s'ajoute depuis 2014 la création des prétendues armées des républiques populaires de Luhansk et Donetsk, donc recruter de force parmi les populations qui sont restées, et c'est une toute petite minorité des populations, mais les populations de ces deux républiques populaires, et qui là aussi échappent à la chaîne hiérarchique et donc très largement aux règlements et aux normes. L'ensemble de ces troupes, de ces forces, sont encore moins contrôlées que les soldats réguliers et sont encore moins tenus que l'armée par les normes légales et institutionnelles. Et tous ces groupes sont réputés pour leur extrême brutalité qui fait par ailleurs partie de leur, disons, image de marque, puisque c'est justement à travers l'apologie, y compris en images, de cette violence qu'ils assoient leur propre prestige. Enfin, je ne vais pas insister... Je ne vais pas insister là-dessus, je vais juste passer rapidement, mais je voudrais aussi rappeler qu'au-delà de ces facteurs institutionnels, on a aussi des facteurs situationnels importants qui disons, donnent forme à ce mélange explosif de culture institutionnelle et de la situation de front, en particulier avec des moments, des temporalités de ces violences, temporalités que je ne vais pas particulièrement, enfin que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont doubles finalement. D'abord, on a aussi bien en 1945 qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à certains moments de conquête et d'offensive rapide, les autorités militaires, disons, lâchent la bride aux soldats. Et on a donc du côté de l'armée russe des explosions de violence au moment où les troupes passent les frontières et au moment où en plein combat et en pleine offensive leur est donné leur est accordée cette licence de faire disons ce qu'ils veulent en échange de leur combat. Par ailleurs, l'autre grand moment particulièrement dangereux finalement pour les civils, je le noterai juste simplement ici, c'est celui de la retraite, ou si ce n'est de la retraite, au moins les moments en fait pas juste la retraite, les moments de combat menant à défaite. Donc c'était en particulier le cas dans le nord de l'Ukraine au printemps dernier. Ces moments où des troupes frustrées par leur perte au combat, frustrées par la défaite, frustrées par leur impuissance, se voient laissées par les autorités qui ont normalement quand même, encore une fois, la charge et la responsabilité de tenir leurs hommes, entre guillemets. Ces soldats retournent leur violence contre les civils avec l'approbation tacite de leurs supérieurs hiérarchiques. C'est par ailleurs ce moment explosif justement de l'armée, de la tension d'une armée, disons, pas tout à fait encore défaite, mais qui le craint, joue aussi bien entendu un rôle, comme vous le savez, dans les violences de l'été 44 en France. Néanmoins, au-delà de ces moments disons, liés donc aux dynamiques militaires, aux dynamiques de la guerre, aux dynamiques de l'institution militaire, il y a aussi
une tolérance des autorités, plus généralement, pour la violence banalisée des soldats envers les civils, qui s'appuie en réalité ou qui s'accorde de façon, organique avec la stratégie choisie d'une occupation qui passe par une pacification par la terreur. Et ici, cette stratégie de pacification des territoires occupés par la terreur est une stratégie qu'on voit se développer depuis 1939. Donc dans les méthodes des occupations militaires soviétiques puis russes. Donc, et là, la chronologie, les espaces-temps sont ceux de l'Europe de l'Est en 1939 puis en 1945, de l'Afghanistan dans les années 80, des guerres de Tchétchénie dans les années 1990. De fait, au-delà de la guerre même, c'est l'occupation à proprement parler qui est le haut lieu d'une violence contre les civils, qui est à la fois moins spectaculaire peut-être, on n'a pas les bombardements, on n'a pas et elle est moins visible, mais en même temps qui est une violence ordinaire, une violence de la vie quotidienne qui est accompagnée de violences, qui est véritablement de violences de masse contre les civils, qui elles s'inscrivent pleinement dans un projet politique. Dans le cas de l'Ukraine, dans le cas de l'Ukraine, on les voit se déployer depuis 2014, en particulier donc dans les régions de Donetsk et Lugansk, donc les fameuses républiques populaires, où les Russes ont ouvert un certain nombre de lieux, disons, de contrôle des populations, de prisons, de lieux de torture et de dite filtration, je vais revenir sur ce terme, où ils ont donc systématisé des pratiques qu'ils ont déployé ensuite à travers les territoires occupés ukrainiens depuis février 2022. Ces méthodes, donc encore une fois, s'inscrivent dans une longue tradition, disons, historique, avec une pacification donc une pacification entre de nombreux guillemets, hein, c'est la pacification. La pacification des morts, c'est la pacification, non, ce n'est pas celle d'Oradour, c'est un autre type de pacification, mais encore une fois, ce n'est pas une pacification qui puisse mener à une vie paisible. Cette pacification doit permettre avant tout l'intégration durable des régions occupées à l'URSS en 1939-1945, puis à la Fédération de Russie, que ce soit dans les années 90 ou aujourd'hui. Ces formes de pacification, là aussi, sont de la responsabilité de forces armées spécifiques, donc, qui forment de véritables armées de l'intérieur. Ces armées de l'intérieur sont constituées donc des services secrets et organes de sécurité soviétiques puis russes. Donc à l'époque soviétique, le NKVD en particulier, le KGB et autres services. Aujourd'hui, c'est le FSB qui est au cœur de cette politique d'occupation et de pacification. Et il dispose, ces services secrets et organes de sécurité disposent de forces spéciales, donc très nombreuses, qui longtemps, à l'époque soviétique comme à l'époque russe, étaient placées sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et non de la Défense, et elles sont regroupées depuis 2016 donc, dans la garde nationale de la Fédération de Russie, sous l'autorité directe du président russe. Donc on a un corps, si vous voulez, un corps militaire, un corps militaire, mais qui ne relève pas de la défense, mais relève intégralement de la guerre intérieure, donc de cette fameuse pacification. Ces forces des armées de l'intérieur mettent en œuvre des politiques brutales d'occupation-annexion. Elles ont un programme donc là, qui, encore une fois, a été, perfectionné à travers les décennies et que l'on a vu déployer de façon assez systématique en Ukraine depuis février 2022. Où l'on voit arriver notamment en première vague, c'est systématiquement le cas depuis 1939, on voit arriver en même temps que les forces armées russes, soviétiques à l'époque, russes aujourd'hui, on voit arriver donc les services de sécurité qui ont des listes de suspects, des listes de personnes potentiellement hostiles. Et qui se livrent donc à une répression violente, non seulement de toute opposition active, mais donc d'une répression de tous ces suspects potentiels, de toutes les personnes qui appartiennent à des catégories considérées comme potentiellement, non pas tant suspectes, mais comme perçues comme pouvant incarner ou organiser une résistance potentielle à l'occupation.
C'est en particulier le cas des élites politiques, militaires, intellectuelles, voire économiques d'avant-guerre. Donc on a aussi bien en 1939, en 1945 ou aujourd'hui un ciblage systématique de ces élites d'avant-guerre, avec très souvent, donc, en 1939, des massacres de grande ampleur. Aujourd'hui, des exécutions disons, ciblées. On n'a pas d'indication qu'on arrive à des chiffres, évidemment, de victimes qui puissent approcher les crimes de masse du stalinisme. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Mais malgré tout, les listes, la pratique systématique d'exécution ou de disparition, puisque souvent on ne sait pas ce qui leur est arrivé, donc disparition, kidnapping ou exécution des maires, des patrons d'entreprises qui veulent pas collaborer, d'un certain nombre de professeurs d'université, il y a même eu un chef d'orchestre, etc. Donc les élites d'avant-guerre sont systématiquement ciblées. C'est aussi le cas de l'ensemble des personnes ayant une expérience militaire ou ayant été officier dans une force armée ennemie. Après l'identification, disons, de ces menaces individuelles, ces services de sécurité mettent en place des pratiques de contrôle systématique de population, avec deux pratiques là aussi tout à fait classiques dans cette région. D'une part, de passeportisation systématique des habitants, donc qui permet en fait deux choses à la fois. C'est d'une pierre deux coups. Cette passeportisation des habitants, donc leur donner des passeports soviétiques ou des passeports russes, permet de facto de les transformer en citoyens de l'État en question, qu'ils le veuillent ou non, et en même temps permet de justement recenser et vérifier systématiquement ces populations de façon générale. En plus de cette passeportisation, on a le déploiement d'une politique de filtration, donc avec le contrôle systématique des personnes en territoire occupé, le regroupement des personnes dans des camps de filtration, au cours desquels, donc, où ils sont soumis à des contrôles et interrogatoires, au cours desquels donc, les services de sécurité cherchent à identifier des suspects sur la base d'indices un peu arbitraires. Les suspects ainsi identifiés disparaissent dans des prisons et des camps où la torture est systématique et les exécutions sommaires courantes. Ces forces spéciales soviétiques et russes répondent aussi par le châtiment collectif et la terreur lorsqu'elles sont malgré tout confrontées à une résistance armée massive, comme ce fut le cas en Ukraine occidentale et dans les pays baltes après 1944, en Afghanistan et en Tchétchénie. Ce n'est bien heureusement, vraiment je vous le dis, ce n'est vraiment bien heureusement pas encore le cas en Ukraine, où les formes de résistance en territoire occupé sont essentiellement des formes de résistance civile, à moins d'être en plus d'actes de sabotage spécifiques, mais qui sont aussi plus clairement liés aux services secrets ukrainiens. Les violences, cet ensemble de violences contre les civils culmine aussi dans la pratique de la déportation systématique. Donc déportation à plusieurs titres, déportation sous la forme donc, de ces filtrations et évacuations, déportation des populations suspectes, mais aussi donc par exemple maintenant qui se profile, enfin ou en tout cas qui a déjà été acté légalement, la déportation annoncée de l'ensemble des populations des territoires occupés ukrainiens qui refusent la nationalité russe. Donc d'ici, toute personne n'ayant pas accepté la citoyenneté russe d'ici la fin de l'été sera déportée légalement, entre guillemets, enfin la loi en tout cas a été votée. Cet ensemble, ce spectre, disons, de violence policière contre les civils en territoire occupé, qui encore une fois a pour objectif l'intégration, donc la soviétisation à l'époque, aujourd'hui la russification de ces territoires occupés. L'ensemble de ces violences contre les civils ne peut pas être séparé de façon chirurgicale des violences militaires à proprement parler, des violences de guerre, des violences de l'armée. Dans leurs différentes logiques,
Et encore une fois, ils ne sont pas nécessairement planifiés. Les viols, par exemple, ne sont pas nécessairement planifiés. Les pillages ou les vols des soldats ne le sont pas non plus nécessairement du tout. Mais l'ensemble de ces violences, les brutalités, les viols, les pillages des soldats et les violences d'occupation, de fait, s'entremêlent, de fait, créent un climat voulu consciemment par les autorités de terreur généralisée. Et qu'elle soit orchestrée sciemment ou tolérée de façon voulue. La tolérance, disons, pour certains types de violences, s'explique justement par les politiques de violence mises en œuvre par ailleurs. L'ensemble forme donc un tout cohérent qui permet de comprendre un certain projet de guerre qui, encore une fois, s'ancre dans une pratique d'annexion, d'expansion impériale et d'annexion qui a été celle des soviétisations des années 30 et 40 et des russifications donc aujourd'hui. Les historiens, donc, pour conclure, s'efforcent de distinguer les violences contre les civils selon qu'elles s'inscrivent dans différentes stratégies militaires qui ciblent parfois donc la population civile au titre donc afin d'obtenir la victoire, qu'elles découlent de configurations spécifiques des relations entre soldats et civils, qu'elles soient systématiques ou non, qu'elles relèvent du contrôle des populations sous occupation ou non. Dans toute situation de guerre, on va trouver certaines de ces formes de violence contre les civils. Il n'y a pas de guerre sans violence, en particulier pas de guerre sans violence contre les civils. Mais de fait, chaque guerre, encore une fois, est différente. On peut reconnaître justement dans leur logique, dans leur forme, dans leurs acteurs, des cohérences et en l'occurrence des cohérences entre des formes de comportement criminel de soldats, des cultures militaires, des stratégies militaires ou policières mises en œuvre. C'est cette cohérence dans le cas russe, ou dans tous les cas, mais cette cohérence s'ancre dans des héritages spécifiques, mais moins que... Ce qui finalement est plus décisif n'est pas tant que cet héritage existe, mais qu'à certains moments, ces armées, ces autorités choisissent de mobiliser ces héritages. Et elles le font, et comme le fait l'armée russe aujourd'hui, elle choisit d'activer, de mobiliser un héritage spécifique pour des objectifs aussi tout à fait précis. Il n'y a pas d'atavisme, et encore une fois, c'est ce que montre aussi l'armée ukrainienne, qui là aussi est loin d'être blanche comme neige, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais malgré tout, qui a justement dans cette articulation entre les comportements, les tentatives de contrôler les soldats et la culture militaire en général, on a une configuration complètement différente, alors que, encore une fois, l'héritage, pour le coup, avec l'armée russe est partagé. Mais du point de vue historien, cet héritage n'est pas une fatalité, mais constitue un lexique qui nous permet de comprendre, dans lequel puisent les armées en question, et qui nous permet, a fortiori, de comprendre à quoi elles empruntent, et en comprenant à quoi elles empruntent, de comprendre ce qu'elles essayent de mettre en œuvre. Ici, on assiste très clairement à une guerre de conquête et d'annexion qui a pour objectif premier, le même qui était celui de la dénazification et de la démilitarisation de 1945, non pas celui de la paix dans le monde, mais bien celui de l'expansion de l'URSS alors et de la Russie aujourd'hui. Merci.